Bonjour Bruxelles, l'invité de 8h15. Notre invité ce matin, c'est le président du parti Défi, François De Smet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président du parti, vous êtes également député à la Chambre. Est-ce qu'Adja Labib, ministre des Affaires étrangères, arrive à convaincre le parlementaire que vous êtes ou pas ? Non, Sophie Roni s'est exprimée clairement hier. Je crois que l'opposition n'est absolument pas convaincue. Certes, on a évolué dans le langage. Certes, elle a fait acte d'excuse et de contrition, mais essentiellement sur la forme. Mais elle continue à dire que sur le fond, où elle sous-entend qu'elle aurait refait la même chose, à savoir délivrer ses visas. Donc ça reste nettement insuffisant. Et il reste le fait que quand vous accumulez les imprécisions, les inexactitudes, les choses non vraies dites à la Chambre, elle n'a plus la confiance de l'opposition depuis un moment. La question, c'est de savoir s'il y a toujours celle de sa majorité. Quand une ministre dit « Je vous prie de m'excuser pour mon manque de clarté, je n'ai pas assez tenu compte de la réalité de terrain dans mes déclarations », c'est comme une vraie courbe rentrante, ça ne vous suffit pas? Alors, c'est une vraie courbe rentrante, on doit constater une évolution, mais c'est insuffisant parce qu'elle n'admet toujours pas sa responsabilité sur le fond des choses, à savoir qu'elle aurait dû s'abstenir de donner ses visas, les refuser, et ce qui n'est toujours pas gommé, si vous voulez, c'est l'incohérence de départ, à savoir charger extrêmement durement la région bruxelloise comme s'il était la seule fautiste, même si... Mais c'est quand même la région bruxelloise, en tout cas ce sont quand même les organisateurs de ce colloque qui ont souhaité l'invitation des délégations iraniennes. Il n'y a pas de doute que Pascal Smet porte la responsabilité première de toute cette affaire, mais il l'a assumé, il faut le reconnaître. Mais vous ne pouvez pas à la fois, et c'est ça je crois l'élément déclencheur, pourquoi est-ce qu'il y a une affaire Labib? Parce qu'en séance plénière, le 15 juin, elle a chargé extrêmement durement la région bruxelloise comme si le fédéral était juste un notaire qui délivre des visas rapidement. Elle l'a fait en disant que cette présence de dignitaires iraniens salissait à Bruxelles, et à ce moment-là, on a entendu davantage la candidate du MR pour Bruxelles en 2024 qu'une ministre des Affaires étrangères. C'est le fond du problème, comme c'est le fond du problème de la nomination d'Adja Labib depuis le début, même si c'est une personnalité qui a d'immenses qualités, elle n'a pas aujourd'hui la capacité de diriger notre diplomatie pour les mois à venir. Vous êtes en train de dire qu'elle n'a pas la carrure? C'est pas qu'elle n'a pas la carrure, elle a elle n'a pas la capacité de gérer notre diplomatie. C'est-à-dire qu'après la crise actuelle avec les Iraniens, on voit mal comment elle peut être la bonne personne pour tenir notre diplomatie face notamment à des régimes aussi douteux que l'Iran, que la Russie. L'Iran, ils rigolent quand même beaucoup. Ils font ce qu'ils veulent de nous. Ils peuvent prendre en otage nos ressortissants, les échanger contre des terroristes, même si j'admets que ce n'était pas un dossier simple. Ils peuvent avoir le tapis rouge et obtenir des visas extrêmement facilement, même pour plus de gens que ceux qui étaient invités au départ par la région bruxelloise. Donc il était temps, je crois, d'envoyer un message beaucoup plus ferme à l'Iran, et ce n'est pas le cas. Donc nous sommes démonétisés sur notre diplomatie aujourd'hui. L'erreur principale que vous reprochez à Adja Labib, c'est quoi? C'est d'avoir donné ces visas, d'avoir autorisé ce voyage, ou c'est d'avoir mal communiqué à la Chambre? Les deux, mon commandant. Elle aurait pu dire non. Elle essaie de nous expliquer que... c'est ça le problème, c'est l'incohérence. Elle essaie d'une part de nous expliquer qu'elle n'avait pas le choix, elle devait donner ses visas dès le moment où la région avait invité. C'est faux. Si la coordination... À sa place, vous auriez refusé les visas? Je pense bien que je l'aurais fait, oui, évidemment. Parce que si les affaires étrangères, si le pouvoir de donner accès au territoire reste une compétence régalienne fédérale, c'est parce qu'il faut une coordination de notre politique étrangère. Et donc, on l'aurait applaudi, elle aurait pu tout à fait refuser ces visas, et dans la situation actuelle... Quitte à provoquer un bras de fer avec la région bruxelloise, avec Pascal Smet en l'occurrence. Oui, Pascal Smet l'aurait perdu, il aurait dû se résigner, mais elle aurait eu raison, et nous aurions applaudi Madame Labib. Ouais, aujourd'hui, elle doit donc démissionner. C'est surtout que je ne vois pas comment elle peut continuer. Soit elle continue, mais alors il faut m'expliquer comment on continue avec au minimum 2 partenaires de sa majorité qui lui ont à ce moment-là retiré sa confiance. A priori, c'est plutôt 4, c'est les 2 partis socialistes et les 2 partis écologistes. Soit elle doit démissionner. En fait, on ne va pas refaire venir Madame Labib une 4e fois. Je crois que tout le monde a tous les éléments pour se faire une image du dossier. Dans 2 jours, supposément, ce qui n'arrive normalement jamais, il y a une motion de défiance qui pourrait être votée. Donc vous allez la voter? Les 2 parlementaires de Défi vont la voter? Comme toute l'opposition, oui. Mais à mon avis, on n'arrivera pas à ça. Il n'y a que 3 solutions, 3 issues possibles. Soit elle démissionne dans les 2 jours, soit PS et Écolo doivent manger leur chapeau et renoncer à leur pression et nous expliquer alors comment est-ce qu'ils vont fonctionner avec une ministre qui, d'après eux, ment. Soit on est, et j'espère qu'on n'en aura pas là, dans une crise globale avec une Vivaldi qui s'effondre, ce que même nous ne souhaitons pas, parce qu'on a encore besoin de ce gouvernement fédéral pour tenter de faire 2 ou 3 réformes. Justement, on y vient. La Vivaldi, elle doit aussi discuter d'une réforme fiscale. Les discussions ont déjà commencé, elles vont reprendre le week-end prochain. Vous croyez à une issue positive? On a besoin de cette réforme fiscale d'abord sur le fond? Oui, ça fait 60 ans qu'on en a besoin, donc la Vivaldi n'est pas la seule responsable du blocage actuel. Quel est le fond de notre problème? On a une fiscalité sur le travail beaucoup trop élevée. On n'est jamais arrivé à la baisser globalement, et on a offert des petites niches fiscales, des mi-cadeaux un petit peu à tout le monde. Un coup les voitures salaires, un coup un chèque par-ci, un truc par-là. Et donc c'est très difficile
de baisser la fiscalité globale sans enlever ces niches fiscales. Vous croyez vraiment qu'on peut faire une remise à plat de la fiscalité ? Théoriquement, c'est la solution. Je vois mal la cohésion de la Vivaldi et des 7 partis avec des priorités extrêmement différentes y arriver cette fois-ci. Pour l'instant, on parle surtout de faire baisser un peu la pression fiscale sur les salaires. Le ministre, ça, c'est indispensable. Le ministre des Finances, Vincent Van Peteghem, a annoncé un gain d'environ 800 € par an pour les salariés, notamment par l'augmentation de la quotité exemptée d'impôts. C'est la bonne méthode et c'est le bon chiffre qu'il faut atteindre. Il faut faire plus que ça. Oui, il faut amener la quotité exemptée d'impôts au moins au-dessus du seuil de pauvreté qu'on délimite entre 1300 et 1500 € selon les calculs. Là, du PTP au MR, en fait, tout le monde est d'accord. La question, c'est où est-ce que vous allez chercher. Mais il y en a qui disent aussi que c'est pas la bonne méthode parce que ça profite à tout le monde et qu'il vaudrait mieux cibler seulement sur les bas et moyens salaires. Alors, il faut que la réforme fiscale profite surtout aux bas et aux moyens salaires, c'est évident. Ceci dit, la correction fiscale, elle arrive de toute manière. Il y a aussi l'indexation qui protège aussi beaucoup les bas et les moyens salaires. Mais il est clair qu'on ne peut pas continuer à payer de l'impôt même quand vous êtes en dessous du seuil de pauvreté. Le MR dit une manière de financer ces cadeaux fiscaux, c'est notamment de faire des économies sur les allocations de chômage, par exemple, en limitant les allocations de chômage dans le temps. Vous êtes d'accord ou pas ? Non, très mauvaise idée. D'abord, toutes les études prouvent que ça ne marche pas. Ce que vous allez faire, c'est renvoyer les gens vers les CPS où ils toucheront un revenu d'insertion assez proche de ce qu'ils auraient touché. Donc, c'est surtout de la grande démagogie. Ce que vous devez faire, par contre, et c'est ce qu'on fait en région bruxelloise avec le bilan de compétences de notre ministre Bernard Clairfailly, c'est forcer gentiment les gens à se former. Forcer gentiment, ça existe ? Oui, bien sûr. Le bilan de compétences, c'est ça. Vous êtes obligé de faire un bilan de compétences sur vos compétences professionnelles, numériques et linguistiques. Et là où ça ne va pas, vous êtes amené, soit par des stages d'entreprise, soit par des formations, à corriger le tir. Et ça rentre dans les critères d'évaluation de l'activation. Donc vous pouvez théoriquement sanctionner sur cette base si vous ne vous formez pas. C'est la seule solution. À Bruxelles, on a beaucoup d'emplois, mais on n'a pas la main-d'œuvre nécessaire pour les remplir. Donc vous devez corriger le gap et ça ne peut passer que par là. Je reviens au climat politique global, François De Smet. Est-ce que vous pouvez imaginer que la majorité puisse continuer jusqu'à la fin de la législature, notamment engranger une réforme fiscale, théoriquement aussi une réforme des pensions, s'il y a une crise interne et une ministre qui est obligée de démissionner parce qu'elle n'a plus la confiance de ses partenaires ? Ou est-ce qu'on est déjà en train d'entrer en campagne électorale et d'assister à la fin de la législature ? Nous sommes trop tôt dans une campagne électorale, c'est très clair. Ça veut dire que vous appelez la majorité à se ressaisir ? Ah oui, elle doit trouver une solution. Elle doit clôturer cette séquence, soit en actant la démission de la ministre, soit en actant qu'elle reste là. Et alors c'est le PS et Écolo qui doit envoyer un signal très clair. Mais dans les deux cas, on ne peut pas se permettre une crise, c'est beaucoup trop tôt. On ne peut pas se permettre un blocage sur les pensions parce que l'Europe est toujours en train de détenir la première tranche du plan de relance. On ne peut pas se permettre une crise sur la fiscalité parce qu'on a besoin de cette réforme fiscale. Et on ne peut quand même pas les voter un 15 août juste parce que le MR et les autres n'arrivent pas à se mettre d'accord. Je parle des communales maintenant. Écolo a déjà communiqué l'intégralité de ses têtes de liste en région bruxelloise. Il y aura des surprises du côté de Défi pour les prochaines élections communales ? Il y a toujours des surprises du côté de Vous avez Défi. 3 majorats, Scarbé, Quatermalle-Boisfort, Woluwe-Saint-Lambert. Vous avez 2 députés à la Chambre, Sophie Roni et vous. L'enjeu, c'est de garder tout ça ? Les 3 majorats, les 2 députés à la Chambre ? Et même de vous pouvez conquérir faire mieux. endroits. D'abord, il y a aussi tous les endroits où nous sommes sans avoir le majorat en majorité. On a aussi des bilans à défendre à Bruxelles-Ville, à Anderlecht, à Evere, à Woluwe-Saint-Pierre, à Gansoren, à 2-3 autres endroits. Oui, c'est pas Watermalle-Boisfort, c'est Oderghem, je me suis trompé. Oui. Nous ne sommes plus malheureusement au Watermalle-Boisfort. Ça fait partie des enjeux parce que nous restons quand même assez forts à Boisfort et nous avons l'opportunité, à mon avis, d'y revenir, tout comme à Uccle, à XL. Et donc, on ne doit pas juste, nous, Défi, se comporter en citadelle assiégée par les autres, on doit aussi assiéger les autres et on le fera. Est-ce que vous serez candidat aux élections communales ? Oui, très vraisemblablement. À Woluwe-Saint-Pierre, donc la Oui, commune où vous avez déménagé récemment. Oui, et où j'ai vécu jusqu'à mes 15 ans, donc pour moi c'est un retour. Je ne sais pas encore à quelle place. Si Vous pourriez être tête de liste ou pas ? C'est une des possibilités, on doit voir ça en commun. La question c'est de voir quelle est la configuration qui nous permettra d'être le plus efficace, puisqu'on sait, notamment quand on regarde les résultats des autres élections, qu'il y a un électorat potentiel Défi important dans cette commune. Il y a aussi une échevine, Karine Cochory, qui a fait un très bon travail, et Jonathan de Patoul sur place. On va voir collectivement. Donc il n'est pas exclu que vous soyez tête de liste à Woluwe-Saint-Pierre. C'est pas exclu, l'information de ce matin. Je peux aussi la pousser, je pourrais aussi être au milieu. On va décider ça collectivement ensemble. Une toute dernière question. On parle beaucoup de réforme des institutions bruxelloises pour essayer de les rendre plus efficaces. Dans l'hypothèse, il y aura une grande réforme de l'État après 2024. Et donc, il y a toute une série de propositions qui ont été mises sur la table. Fusionner le Parlement bruxellois avec le Parlement de la COCOM, voire celui de la COCOF et de la VGC. Réduire le nombre de parlementaires régionaux. Fusionner des communes pour qu'il y en ait moins à Bruxelles. Dans cette liste-là, vous pouvez piocher l'un ou l'autre élément et l'endosser ou aucun. Pratiquement tout sauf la fusion des communes. Un mot sur le reste. Effectivement, il faut que Bruxelles devienne enfin une région à part entière, ce qu'elle n'est toujours pas, notamment à cause de l'adjonction entre une région, une COCOF, une COCOM. Il faut simplifier tout ça et avoir une seule région bruxelloise. Si vous voulez faire ça et diminuer le nombre de parlementaires, vous devez enlever l'élément communautaire de la région bruxelloise et donc abandonner l'idée qu'il donc doit y tous avoir... bruxellois, on arrête d'être des bruxellois francophones et des bruxellois néerlandophones. Exactement, vous devez arrêter la représentation garantie des néerlandophones et des francophones. Les si vous partis voulez faire flamands des vont jamais marcher là-dedans.
Écoutez, à un moment, est-ce qu'ils veulent une région à part entière ou pas? On ne peut pas continuer dans un système où quelques centaines de voix suffisent à tordre le suffrage universel et avoir un député. Si des gens veulent avoir des néerlandophones et des francophones sur une seule liste, ils pourront. S'ils veulent uniquement des francophones ou des néerlandophones, ils le pourront aussi. Ça, je crois que c'est vraiment l'avenir de la région bruxelloise. Il faut aussi une simplification radicale des structures administratives. Je ne suis pas sûr qu'on ait besoin d'autant d'OIP. Il faut faire le bilan entre celles qui fonctionnent et celles qui ne fonctionnent pas. Je ne vais pas le faire ici, mais on sait tous qu'il y en a qui ne fonctionnent pas. Donc la simplification, elle ne devra pas être juste politique, elle devra aussi être administrative. Ça fait un gros programme pour 2024. Oui, mais je pense qu'on y est obligé, pas juste pour mieux gérer Bruxelles, mais parce que aussi les finances de la région vont nous obliger à donner sérieusement l'exemple. François De Smet, président de Défi, était notre invité ce matin. Il est 8h26, petite page de pub et votre choix musical, ce sera Marca avec les Négresses Vertes et Accouplé. C'est une chanson qui vous a bercé? Oui, tout le monde parle d'Angèle, mais c'est bien de se souvenir qu'il y a aussi son papa, Marca, qui est un artiste de grand talent et que certains, à mon avis, redécouvrent aujourd'hui grâce au succès de sa fille. Et j'ai toujours aimé cette chanson, sans raison particulière. Voilà, il y avait une première version où c'était Marca tout seul. Là, ce qu'on va vous proposer, c'est une version sortie un petit peu plus récemment et ce sera dans moins de 2 minutes.